La Terre se manifeste avec véhémence, comme si un avertissement émoussé, un avertissement sismique, un avertissement à travers des phénomènes naturels. Ce n'est pas un événement cataclysmique destiné à l'annihilation, mais une démonstration de mécontentement face aux actions humaines. Il y a une inversion cruciale de la perspective, ce n'est pas nous qui menaçons la planète, mais la planète qui, dans son ampleur incommensurable, a les moyens de nous éliminer. L'existence humaine est éphémère face à la permanence et à la force de la nature. Cette réflexion émerge d'un dialogue sur la trajectoire de Francis Evans, résident en Nouvelle-Zélande, bien que né en Angleterre. Sa vie, comme celle de tout individu, peut être comprise comme un réseau d'expériences qui, lorsqu'ils sont analysés rétrospectivement, révèlent les fils conducteurs qui ont façonné leur itinéraire actuel. Une étape initiale de ce récit se produit à l'âge de 4 ans, lorsqu'un épisode de pneumonie bronchopneumonique l'a conduit au bord de la mort, entraînant une longue hospitalisation. Seulement des décennies plus tard, à l'âge de 60 ans, son père a révélé que les médecins à l'époque avaient considéré comme éloignée la possibilité de survie. Dans un moment de tension, à l'aube, lorsque ses parents attendaient des nouvelles, le médecin est entré dans la salle où 2 familles s'attendaient, toutes 2 avec des enfants dans la même situation critique. En annonçant la mort d'un garçon, la confusion s'est installée, 2 couples ont augmenté simultanément, forçant le professionnel à vérifier quelle famille doit être informée. Par hasard du destin, l'autre garçon, du même âge, ne pouvait résister, tandis que Francis a survécu. Cette coïncidence a généré en lui la condamnation d'un lien métaphysique avec les défunts, comme s'il y avait un changement de lieu entre des dimensions distinctes, l'un restait, l'autre a suivi, mais ces existences restaient entrelacées. Depuis lors, sa vie a été marquée par une perception vive et presque prémonitoire des événements. C'était comme si une voix ou une présence extérieure l'avait orienté, anticipant des voix et des avertissements sur les choix. Cette intuition l'a amené à établir, pendant environ une décennie, un canal de communication avec une entité qui s'est présentée comme un maître des incarnations passées. Par la suite, ce lien a cessé, cédant la place à une autre manifestation, identifiée comme Mercure, dont la nature est paradoxale. Il indique qu'il n'y a pas d'existence dans le plan spirituel tel qu'il conçoit qu'il ne s'applique pas. L'esprit, de cette perspective, transcende toute forme matérielle, représentant un potentiel illimité, une essence libre de création tangible. Le processus de canalisation agit donc comme une traduction, non pas d'un être, mais d'une conscience qui convertit l'intangible en langue accessible. Mercure opère par des questions. Lors de la réception d'une question, cherche la réponse la plus appropriée au consultant, en fournissant une orientation pertinente et contextuelle. Plus de 3 ou 4 décennies dédiées à cette pratique, Francis Evans a accumulé de vastes connaissances, bien que le processus lui-même implique un état de dissociation. Pendant les séances, il décrit une sorte d'absence temporelle, comme si sa conscience se retire dans un plan secondaire, revenant sans mémoire de ce qui était transmis. Cependant, au fil du temps, les réponses semblent infiltrer leur compréhension, comme s'ils étaient progressivement absorbés par votre esprit. Étant donné la question de l'origine du chaos contemporain, sa réponse est catégorique, c'est une période de transition. L'humanité ne se transforme que lorsqu'il est confronté à des crises qui l'offrent à agir, à rompre avec l'inertie et à adopter des changements substantiels. La résistance au changement, cependant, est inhérente au système actuel, qui est soutenu par un paradoxe insoutenable, la recherche incessante de croissance économique au détriment de l'équilibre écologique. Alors que l'économie prêche une expansion illimitée, l'écologie exige le confinement et l'intégration. Les ressources naturelles ne sont pas infinies, son exploitation prédatrice, comme s'ils étaient inépuisables, est une illusion dangereuse. La propriété, par exemple, est une somme nulle, l'accumulation pour certains implique une privation d'autres. Cette disproportion génère des déséquilibres et le chaos apparaît comme un mécanisme correctif, forçant la restauration de l'harmonie. Quant à l'avenir, l'opinion est que les systèmes actuels sont voués à l'effondrement, car l'économie seule ne donnera jamais de sens à l'existence humaine. La question qui est imposée est si le but SCA pour plus de richesse, plus de consommation, plus de pouvoir, nous mènera à l'auto-allaitement. La réponse, cependant, ne réside pas dans la capacité humaine à détruire la planète, mais sur la capacité de la planète à se défendre. Selon des rapports qui lui ont été transmis, chaque corps céleste a un gardien, une intelligence protectrice qui intervient lorsque la dévastation atteint des limites critiques.
Les tremblements de terre, les inondations, les incendies et autres phénomènes extrêmes seraient donc des réponses à cette agression. Si l'humanité persiste à sa manière, ce gardien agira de manière drastique, réduisant la population à un petit groupe de survivants qui peuvent donc se conformer à la civilisation sous de nouvelles fondations. Ce scénario, bien que sévère, n'est pas dépourvu d'espoir. L'avenir pourrait être prometteur si nous abandonnons les paradigmes obsolètes. Dans le passé, comme au XVIIIe siècle, l'humanité a été régulée par la maladie jusqu'à ce qu'elle apprenne à les contrôler uniquement pour reprendre ses modèles d'exploration, culminant dans les guerres mondiales. Même après 2 conflits mondiaux, la leçon n'a pas été assimilée, nous continuons à répéter les mêmes erreurs, mais sans de vraie victoire. Aucune guerre ne produit des gagnants, il transfère uniquement le fardeau des générations suivantes. La responsabilité de l'avenir incombe à la communauté. Les dirigeants politiques reflètent des demandes populaires, et bien que la société en demande plus de biens, plus de confort, plus de domination, le cycle de non-durabilité persistera. Le changement dépend donc d'un examen approfondi des valeurs, dans laquelle la relation avec soi et l'autre est le point de départ. Après tout, la première création de l'être humain est l'affirmation de sa propre existence, je suis. De cette reconnaissance, toutes les autres connexions deviennent possibles. Le défi consiste à transcender la logique prédatrice et à construire un modèle qui équilibre l'écologie et l'économie, non pas comme des forces antagonistes, mais comme des piliers complémentaires d'une civilisation viable. La logique de la consommation illimitée, qui exige de plus en plus sans aucune réflexion sur ses limites, se révèle non durable. Ce n'est pas une question simplement quantitative, mais une crise existentielle qui nécessite une transformation radicale dans la relation de l'être humain avec le monde et avec soi-même. C'est sans aucun doute un moment unique de l'histoire de l'humanité, dans laquelle l'urgence de repenser les paradigmes dominants s'impose à la force indéniable. Dans ce contexte, il est essentiel de reconnaître la nature transitoire de l'expérience humaine. Le passage à travers l'existence physique n'est pas un événement isolé, mais un stage dans un processus continu d'évolution consciente. Lorsque le corps matériel se dissout, une dimension émotionnelle persiste dans laquelle les mêmes inclinations, attachements et modèles de comportement cultivés dans la vie se manifestent. Cette sphère, à son tour, n'est pas éternelle, elle se désintègre également, cédant la place à un plan mental, où l'imagination et la capacité de résumer permettent le remaniement des expériences vécues. C'est dans ce domaine que l'intégration de l'apprentissage se produit, la compréhension des actes pratiqués et leur sens plus profond. Surmontant cette étape, l'individu monte dans un domaine de conscience encore plus subtil, dans un cycle qui suggère l'interdépendance entre les dimensions matérielles, émotionnelles, mentales et spirituelles. Compte tenu de cette image, la perspective mercurielle sur le changement climatique offre une lecture symbolique et profonde. Le climat n'est pas un phénomène indépendant de l'action humaine, mais le reflet des qualités intérieures des êtres. Tout comme l'état émotionnel d'un individu s'exprime dans son environnement immédiat, soit par la tristesse qui génère des larmes, la colère qui provoque la tension ou la peur qui paralyse, la collectivité projette ses dispositions d'âme dans la nature environnante. Une société marquée par une insatisfaction chronique, une concurrence prédatrice ou une violence systématique a tendance à générer des déséquilibres environnementaux correspondants, tempêtes excessives, séchées prolongées ou catastrophes qui agissent comme des avertissements. Il est observé, tout au long de l'histoire, que les périodes de stabilité climatique ont coïncidé avec des civilisations qui ont cultivé un équilibre interne et social relatif. L'Égypte ancienne, par exemple, a connu des siècles de régularité dans le flot du Nil, ce qui garantissait la prospérité sans excès. En revanche, des âges de conflits et de disharmonie se sont accompagnés de phénomènes météorologiques extrêmes, de schémas climatiques froids ou chaotiques intenses. Cette corrélation n'est pas décontractée, et la montre que la relation entre l'humanité et le territoire est dialectique. Les perturbations géographiques, telles que les inondations récurrentes au Tibet, une région marquée par des tensions politiques et culturelles, ne sont pas de simples chances, mais des manifestations d'un décalage entre les habitants et leur espace. Compte tenu de cette compréhension, surmonter la crise écologique nécessite plus que des solutions techniques ou politiques, elle nécessite une élévation de la conscience collective. Il est urgent de transcender la fragmentation qui sépare les peuples et de reconnaître l'unité fondamentale qui les lie à la terre et à l'autre. Ce n'est que lorsque l'humanité adopte une posture de respect mutuel,
réalisant dans l'autre non pas un rival, mais un frère dans le voyage commun, il sera possible de restaurer l'harmonie perdue. Le défi n'est donc pas seulement de s'adapter au changement, mais de tourner pour que la planète puisse enfin refléter la beauté et la paix inhérentes.